Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et comme promis donc, le Bitcoin à l'honneur avec un regard acéré sur cet actif. Louis-Alexandre de Froissart. Bonjour Louis-Alexandre. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous, président de Montaigne Conseil et Patrimoine. Et pour ceux qui vous suivent régulièrement, c'est vrai que vous distillez tout le temps des petits conseils patrimoniaux comme ça autour de cet actif numérique. Bon, déjà, voilà, tout le monde après cette élection de Donald Trump n'a pu que constater, que parler de cette envolée du Bitcoin, de nouveaux cours, de nouveaux plus hauts, etc. Déjà, juste qu'est-ce qu'il faut penser, j'ai envie de dire presque basiquement, patrimonialement comme ça, du cours actuel du Bitcoin? Alors, le cours actuel de Bitcoin s'inscrit dans un cycle qui a plutôt une durée de 4 ans, et je pense que cette fois-ci encore, il aura une durée de 4 ans, et nous sommes dans la phase haussière, ou le début de phase haussière du cycle. Et il faut, pour que ce cycle démarre, il faut une étincelle, et l'élection de Trump pourrait être une étincelle qui fait démarrer ce cycle haussier que l'on appelle communément le bull run, et nous pourrions être plutôt au début de cette phase. On le sait toujours après, on ne sait pas forcément toujours au moment, mais en tout cas pas mal d'éléments nous laissent à penser que ce saut, on va dire, on était dans un canal qui était entre 60 et 70 000 $, eh bien on est carrément sorti par le haut, puisqu'on est passé de 70 000 à 90 000 $ de manière assez rapide, et ça pourrait être le début justement de la phase haussière. Justement, comment est-ce que... parce que tout le monde ne suit pas forcément toutes les données du Bitcoin, même si chacun en entend un petit peu parler. Comment on doit l'appréhender, cette tendance du Bitcoin? Vous nous dites qu'il y a ces cycles, voilà. Est-ce qu'on est... Alors, bien sûr, ça n'engage que ceux qui y croient, etc. Mais est-ce qu'on peut se dire, tiens, il y a des perspectives parce qu'on fait une forme d'analyse technique, entre guillemets, qui nous rappelle quelque chose, de s'appuyer sur une tendance passée pour essayer d'envisager un petit peu la tendance à venir? Oui, on analyse ce cycle à la lumière des précédents, et souvent il y a un premier élément déclencheur qui marque le cycle, c'est la division par 2 de l'émission monétaire de Bitcoin. Bitcoin est une monnaie désinflationniste, et toutes les 10 minutes, en ce moment, on en émet 3,125 unités. C'est-à-dire que cette année, en 2024, et encore plus en 2025, on trouvera moins de Bitcoin que d'or, par exemple. Donc c'est un actif assez rare, et on sait que quand il y a la division par 2 qui a eu lieu le 19 avril de cette année, c'est souvent à cette période-là que reprend la hausse. Pourquoi? Parce que les gens constatent que c'est un actif rare dont la division par 2 de l'émission a eu lieu, effectivement. Donc le programme ne ment pas, l'algorithme est là, tout ce qui est Bitcoin Core, là, le programme informatique est vraiment là, est vraiment fiable là-dessus. Et donc il y a ce niveau de rareté qui nous est rappelé. Et quand cette année, nous avons eu en plus l'élément des ETF qui sont venus acheter des bitcoins et qui ont aujourd'hui, en termes de volume cumulé, dépassé les ETF or, eh bien, on se rend compte qu'il y a peu d'offres et beaucoup de demandes, ce qui a pour effet d'aller tirer les prix à la hausse. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire presque plus que jamais, cet actif, cette devise, on l'avait souvent qualifié d'or des millennials. C'est de plus en plus ça? Oui, on a parlé d'or des fous au début, puis après on a parlé d'or des millennials. C'est l'or du nouveau continent numérique, nouveau continent numérique, et donc qui a besoin de son actif. Il ne faut pas oublier la phrase d'Andreas Antonopoulos que j'aime beaucoup. Il disait que si Bitcoin pouvait paraître la monnaie idéale pour Internet, Bitcoin était bien plus que ça, puisque Bitcoin était l'Internet de la monnaie. Est-ce qu'il ne faut considérer, on va dire, que le Bitcoin, ou est-ce que tous ces questions que vous évoquez, alors on ne va pas partir sur les sur les milliers et quelques de crypto-actifs qui existent, etc. Mais on sait qu'il y a quelques noms, Ethereum, Bitcoin, etc., qui reviennent quand même très souvent comme étant peut-être, excusez-moi peut-être du qualificatif, mais peut-être les plus sérieux, les plus mûrs. Est-ce qu'il faut tous les considérer, ou pour vous, c'est Bitcoin avant tout? Bitcoin, avant tout, c'est lui qui drive le marché. Il est rare que le marché se réveille sans que Bitcoin se réveille. Et puis aujourd'hui, la dominance de Bitcoin sur le marché, c'est à peu près 60% des encours, à peu de choses près. Bien sûr, il y a des
Il y a des jetons qui nous intéressent, que ce soit bien sûr Ethereum, Solana, BNB ou même le Doge, qui n'a pas forcément d'application primaire, mais qui est à regarder comme un phénomène intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans une blockchain, vous avez besoin d'un carburant. Le carburant, c'est ce qui vous permet de payer des frais sur cette blockchain. Donc, il n'y a pas de blockchain sans coin ou sans jeton, et donc c'est important d'avoir cette vision qui est de dire quel carburant ou quelle blockchain fonctionne bien, sur quelle blockchain j'ai des cas d'application, parce que si j'ai des cas d'application, les gens auront besoin d'acheter le coin, le jeton, pour pouvoir payer les transactions. Donc, si j'ai une bonne vision de l'activité dite on-chain, eh bien, je peux faire des prévisions sur les jetons qui pourront mesurer un intérêt une fois que Bitcoin a donné le signal du marché. Alors justement, maintenant rentrons un petit peu dans le conseil qu'on pourrait donner à nos auditeurs. Et on va dire, il y aura 2 auditeurs aujourd'hui autour de notre table, celui qui en a ou celui qui n'en a pas. Et quand on voit les sommes dont on parlait au début, la barrière des 90 000, etc., on peut se demander que faire. C'est-à-dire, si j'en ai, est-ce qu'il faut que je vende tout parce que ça y est, je suis richissime? Ou si j'en ai pas, est-ce que c'est encore le moment d'acheter parce que c'est quand même très cher? Alors, vous avez récemment publié une petite vidéo qui m'a titillé, in ou out. Alors voilà, si on est in, qu'est-ce qu'on doit faire, Louis-Alexandre? Alors, si on est in et on a eu le courage d'en acheter il y a très longtemps, on peut se retrouver avec des très fortes plus-values. Là, je parle de gens qui ont acheté entre 2009 et 2012-2013. Et parfois, il faut se poser la question de faire des cash-out, donc de prendre ces plus-values, partiellement au moins, ne serait-ce que pour diversifier son patrimoine. Je rencontre des gens qui ont parfois 90-95% de leur patrimoine en Bitcoin, et on est là pour les aider à alléger ces positions. Si vous êtes rentré plus récemment et que vous avez des plus-values qui représentent une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois la mise, n'hésitez pas aussi à alléger vos positions ou à commencer à alléger vos positions, même si je pense que la hausse, on peut se tromper, mais la hausse n'est pour nous pas terminée. Et en tout cas, on est là pour vous aider parce qu'on est des spécialistes de la gestion patrimoniale de Bitcoin. Après, il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui concernent les gens qui ne sont pas dedans, donc qui sont out. Ah oui. Et ceux-là, ils disent à 90 000, je peux pas rentrer. Si, vous savez, il n'est jamais trop tard pour rentrer sur Bitcoin. Et puis, on y rentre au niveau où on mérite, en fait, quelque part. C'est ce qu'on se dit souvent entre nous. Donc, en fait, n'y allez pas sur un coup de tête, n'y allez pas sans réflexion, n'y allez pas seul. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites attention de là où vous mettez votre argent. Alors, pour aller faire un all-in sur Bitcoin, je pense qu'il faut que vous preniez beaucoup de temps et je pense que ce n'est pas forcément la meilleure décision patrimoniale. Si vous n'êtes pas dedans, prenez ayez la tête froide, allez-y, mais allez-y doucement, allez-y par fraction. Vous pouvez, à la limite, si vous avez décidé d'y mettre 50 000 euros, mettez 10 000 euros maintenant et le reste, étalez-le sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Parce que, en fait, on se rend compte que cette question d'il est trop tard, on l'a eu à 500 euros, on l'a eu à 3 000 euros, enfin 500 $, 3 000 $, on l'a eu sur les cycles précédents et c'est toujours la même histoire. Et à un moment donné, il faut se décider pour y aller dedans. Et c'est la meilleure manière de faire, c'est d'y aller progressivement et de ne pas prendre des décisions trop court terme et de se donner au moins un cycle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se donner 4 à 5 ans pour que l'investissement en Bitcoin puisse prendre une décision. Je me suis trompé ou au contraire, c'était fait pour moi. Donc ça veut dire que exit celui qui se dit je paierai bien mes vacances de l'été prochain. Exactement. Là, c'est du casino. Autant qu'il aille jouer au casino, c'est à peu près pareil, puisque comme on a un actif qui est encore plus volatile qu'un marché action, qu'une action technologique, c'est un vrai sujet. Par contre, on peut regarder un facteur très intéressant aujourd'hui qui est la masse monétaire dite M2, qui sont les dépôts, le cash, les dépôts à court terme et quelques dépôts à terme et ainsi de suite. Donc tout ce qui est, on va dire, les placements court terme avec le cash. Puisque quand cet élément a tendance à augmenter, eh bien le Bitcoin augmente, et quand il y a de la restriction monétaire, le Bitcoin a tendance à corriger. Donc les baisses des taux vont amener quand même plutôt vers une hausse des cours. Ça peut être un indice qu'il faut regarder. C'est amusant parce que pendant longtemps, c'est vrai, ça a eu un petit côté opaque, sulfureux parfois, avec du doute.
des choses qu'on ne comprenait pas, etc. Et là, vous me parlez de prendre une partie de ses bénéfices, d'investir presque de façon programmée, d'avoir un regard plus à long terme, etc. Enfin, j'ai l'impression qu'on est en train de plus en plus de parler de Bitcoin finalement comme on parlait d'un investissement action, comme on parlait d'un autre actif, que il a mûri cet actif, oui ou non? L'actif n'a pas mûri. Ce sont les gens et la perception qu'ils en ont qui ont mûri. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, un certain nombre d'institutionnels, bien au-delà des ETF, puisque là, on parle d'État, on parle de fonds de pension, on parle de fonds de retraite, des gens qui vont mettre des sommes incroyables dans Bitcoin, ou ne serait-ce que même Microsoft qui a posé la question à ses actionnaires de mettre 1% de la trésorerie, c'est-à-dire 800 millions de dollars, sur Bitcoin. Donc je pense que le regard des gens ont changé sur un actif et l'actif, lui, ne change pas. L'actif est immuable, il tient ses promesses année après année, jour après jour, et aujourd'hui il va même évoluer puisque la communauté voudrait le rendre un peu plus programmable avec l'instauration des covenants. Donc l'actif est là, lui, il poursuit sa route, il a ses capacités d'être difficilement censurable. Mais le regard des gens a changé et les gens se rendent compte qu'il participe que très 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 peu au financement du crime, qu'il est beaucoup produit avec de l'énergie renouvelable et que parfois il faut sortir des stéréotypes et l'intégrer dans une gestion de patrimoine classique. Et alors, dans une gestion patrimoniale classique, on a toujours l'idée de se dire de combien il faut que je diversifie. En clair, on posait la question sur l'or, sur ceci, sur cela. Il faut avoir combien de bitcoin, entre guillemets, en proportion de diversification de son patrimoine? Nous, on propose d'investir entre 2 et 5% de son patrimoine. Après, il y a des gens un peu plus jeunes qui vont aller un petit peu au-delà, à leurs risques et périls. Mais nous pensons qu'il faut investir entre 2 et 5%. Voilà. Si on est très timoré, on peut investir 2%. Après, il y aura une autre chose qu'on a dit tout à l'heure quand on est c'est que parfois ces 2% peuvent devenir 10, 15, 20% de votre patrimoine. Oui, c'est ça. On peut avoir mis 2% de son patrimoine et après se retrouver avec beaucoup plus. Ouais. Exactement. Et là, il faut décider de ce que l'on fait. Est-ce qu'on est bien avec cette position ou pas et est-ce qu'on l'allège ou pas? Merci Louis-Alexandre de Froissart d'avoir pris ces quelques minutes ce matin pour nous rappeler un petit peu les bases de cette classe Bitcoin, entre guillemets, dans notre patrimoine. Le président de Montaigne Conseil et Patrimoine. Merci Louis-Alexandre, très bonne journée. Merci Cédric, n'oubliez pas, Bitcoin était un adolescent, il est là pour longtemps, et est-ce que vous serez aussi là pour longtemps? À très bientôt Cédric. Merci beaucoup, à très vite. Cœur de patrimoine se poursuit et on continue à voyager dans les vagues de la réélection de Donald Trump. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.